Je suis arrivé à l'automne 68 à Paris. Donc mai était déjà révolu. Il y avait encore des retombées, il y avait encore des quarts de CRS à la Sorbonne, mais vraiment ça n'affectait pas outre mesure la vie courante, non plus que la vie intellectuelle. Puis à l'époque, on proclamait que le structuralisme était révolu. Puis bon, ça n'empêchait pas on travaillait très bien. Il y avait Marshall Salins qui avait un bureau à côté du mien euh, au Collège de France. On avait les séminaires hebdomadaires de Lévi-Strauss au Collège de France, c'est-à-dire chacun d'entre nous présentions à l'occasion des communications. Et ça allait, je continuais à travailler en mathématiques avec Bernard Jolin et Philippe Richard et en informatique au Collège de France avec le Prince Seringuet et à l'école des hautes études en sciences sociales euh, dans la section mathématiques avec Bernard Jolin et Philippe Richard. Alors ça, on continuait, puis on développait la formule canonique, on développait des approches, des modèles mathématiques dans la ligne de ce que j'avais fait sur l'élément de parenté. Et la vie intellectuelle, ça y était, c'était Sartre, c'était les controverses, enfin, les ententes ou les mésententes entre Sartre et Lévi-Strauss, et puis avec Lacan, bon, puis Jacobson qui venait, Roman Jacobson qui venait. Parce qu'on avait travaillé avec Jacobson aussi et Chomsky, et Jerry Bruner à Harvard, au Harvard Center for Cognitive Studies, où on avait des séminaires hebdomadaires. Et pendant 3 ans, donc, on a travaillé avec ce groupe-là. Et bon, on a bien vu le conflit entre Jacobson et Chomsky. Parce que Jacobson qui disait que Chomsky ne comprenait pas la sémantique. Et il faisait que des modèles de transformation et que ces analyses étaient c'était du travail dans les nuages. Alors que la véritable linguistique, c'était le sens que les humains donnent aux mots. Et non pas simplement une série de manipulations abstraites. Donc les modèles génétiques du langage ou de la langue, l'analyse, donc le terme qu'on utilisait, que les Chomsky utilisaient. Mais alors ça avait beaucoup de popularité dans les départements de linguistique parce que c'est facile à faire des thèses de doctorat avec cette approche-là. Et donc Jacobson était un peu aigri, voyant qu'on était en train de corrompre la linguistique. Mais alors il venait à Paris et il vivait chez Lacan. Mais on dînait ensemble chez Lévi-Strauss. Mais Lévi-Strauss n'aimait pas Lacan. Hein. Lacan et Lévi-Strauss, non, ça n'allait pas du tout. Alors ça faisait un peu bizarre. Jacobson qui couchait chez Lacan, mais dînait chez Lévi-Strauss avec nous. Bon. Alors, tout ça, c'était dans l'évolution, enfin, la démarche intellectuelle, la démarche politique aussi, avec le structuralo-marxisme qui était très, très en vigueur à l'époque. Alors, il y avait Godelier, évidemment, il y avait Isard, il y avait, qui était moins branché politiquement, il y avait Pouillon, il y avait Kiva. Alors, mais pas du côté quand même, du côté des mathématiciens, du côté de l'école des hautes études en sciences sociales, secteur mathématique. Alors là, il n'y avait pas de prise de position quant au structuralisme ou quant au marxisme ou quant à l'association entre les deux, aux relations entre les deux. Alors la vie intellectuelle était, bon, oui, ça allait bien, et c'était ardent, et le structuralisme avait certainement, qui conservait encore son intérêt, et ça a été manifeste à la suite dans de très nombreux colloques et congrès, et le grand prix que Lévi-Strauss a reçu de l'American Anthropological Association. Et oui, d'ailleurs, je reviendrai peut-être un peu là-dessus sur la popularité de Lévi-Strauss aux États-Unis.
ou dans les universités nord-américaines. Lorsque on a été recruté par UBC, c'était parce que justement, le département francophile voulait en savoir plus sur le structuralisme français, le structuralisme lévi-straussien. Et lorsque j'ai eu les offres d'emploi, avant de me rendre en France, j'avais répondu aux différents directeurs de département qui m'avaient invité à me joindre à leur équipe professorale. Je leur avais dit que j'avais décidé de partir pour la France, l'école des hautes études dans les sciences sociales. Et alors ils m'ont répondu à Berkeley comme à Princeton, comme à ailleurs, Ivy League, Berkeley et le reste, que non, écoutez, ça augmente encore votre valeur à nos yeux. Alors venez, venez, venez. Mais bon, alors comme je l'ai indiqué précédemment, ma femme me décidant que c'était, insistant que c'était mieux qu'un de nous deux, quand même, soit dans son pays d'origine, c'est à Vancouver qu'on a donné la préférence. Là, au département, il y avait, ce qui était très intéressant, au département, c'était la forte cohorte d'océanistes. Alors, il y avait Belcha, il y avait les Hawthorne, il y avait puis aussi les recherches amérindiennes sur la côte ouest. Et alors là, je me suis intéressé au Salish, parce qu'il y avait le BC Indian Language Project dans lequel j'étais impliqué, et qu'il s'agirait j'étais un instrument pour revaloriser les langues autochtones et empêcher leur disparition. Alors avec Randy Bouchard, on a fait beaucoup de travaux sur les grands mythes salish. Et c'était à l'époque à laquelle paraissait L'Homme nu, donc sur les Indiens de la Colombie-Britannique, mais aussi les Indiens de l'Amérique du Nord, mais avec le climax en Colombie-Britannique.